Salut, bienvenue sur Mediapart. Plus de 4 mois de guerre d'Israël à Gaza, une guerre totale, un cycle terrible, paralysant, effrayant, dont personne ne peut dire aujourd'hui quelle sera l'issue. L'historien Jean-Pierre Philu est notre invité aujourd'hui. Il réinscrit dans un livre qui paraît ces événements dans une longue histoire, celle d'un conflit au Proche-Orient où la cause palestinienne n'a cessé en réalité ces dernières décennies d'être défaite, mais où Israël, contrairement aux espoirs peut-être des plus messianiques de ses dirigeants ou de certains de ses citoyens, ne pourra pas s'imposer par la force, faute peut-être de se perdre. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Le 7 octobre 2023, il y a 4 mois, des attaques inédites du Hamas palestinien faisaient 1200 morts sur le sol israélien, le pire scénario possible pour une société israélienne où la peur, la vengeance, l'envie de détruire la menace du Hamas domine aujourd'hui. Juste après ces attaques du Hamas, et nous y sommes encore, l'armée israélienne a lancé une guerre sans fin contre Gaza, plus de 27 000 tués selon le ministère de la Santé palestinien, dont 12 000 enfants. Chaque jour, on voit défiler ces vidéos, des quartiers entiers dévastés, des exécutions, des cadavres, y compris d'enfants, la famine et la soif, les déplacements de population, les journalistes, les universitaires, les intellectuels gazaouis tués, bref, le meurtre quotidien de Gaza sous nos yeux, avec un terrible sentiment de choc et d'impuissance partagé par une grande partie de la planète. Jean-Pierre Philu, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes professeur des universités en histoire, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes un historien informé évidemment par les archives et le passé, informé aussi par votre connaissance contemporaine des acteurs de la diplomatie mondiale dans de nombreux pays. Et c'est ce qui donne aussi un caractère très intéressant à ce que vous écrivez. Vous connaissez bien Gaza. Vous avez publié une histoire de Gaza, sortie il y a quelques années chez Fayard. On peut la trouver aujourd'hui en poche. La société israélienne, l'histoire d'Israël, vous connaissez très bien aussi. Vous avez écrit notamment, il y a quelques années, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste en Israël. C'était paru aux éditions de la Découverte. Et puis, vous publiez demain, ce 9 février, ce livre, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit 19e et 20e siècle. Histoire d'un conflit où, c'est ce que vous dites finalement dans ce livre, la cause palestinienne n'a cessé de perdre, la domination israélienne n'a cessé d'être réaffirmée sur ce territoire, et vous en expliquez les raisons multiples, on reviendra bien sûr là-dessus en détail. Moi je voudrais commencer par peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation. Un des points de tension, de friction des derniers mois, en France, ailleurs aussi bien sûr, a été dans la façon dont on parle de ces événements, dans le récit autour de ces événements. Il y a, pour simplifier, peut-être deux camps d'une certaine façon. Ceux qui ont raconté l'histoire à partir du 7 octobre, ce sont des attaques terroristes, il y a une réponse militaire d'Israël à ces attentats terroristes, et ceux qui ont réinscrit le 7 octobre dans un conflit évidemment beaucoup plus ancien. Je crois que c'est votre parti pris, votre livre commence et finit par le 7 octobre, mais au milieu il y a 300 pages où vous racontez 2 siècles et même plus d'histoire d'un conflit dramatique et désespérant. Comme historien, on peut difficilement décontextualiser un événement aussi important que les attaques du 7 octobre. Donc comme je l'écris, tous les sentiments étaient possibles face à l'épouvante de ce jour-là, hein, vraiment le scandale, la dépression, l'horreur, la rage, tout sauf la surprise. Alors évidemment, ça ne voulait pas dire que je n'ai pas été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, par l'ampleur et la violence de ces attaques. Mais l'idée que ce statu quo, enfin de ce qu'on présentait comme un statu quo, parce qu'il n'en était pas un, pouvait durer éternellement, ça fait quand même quelques années que je m'étais prononcé contre. Dès 2014, lors du précédent conflit qui à l'époque était le plus important sur Gaza, j'avais dit que cette situation était intenable et que c'était une illusion tragique et une faute stratégique que de vouloir gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de Gaza et de sa population. En quoi le 7 octobre a ouvert dans ce conflit que vous retracez, en plus de façon pas chronologique, mais avec des thèmes, on y reviendra, ce qui nous permet d'entrer d'une autre façon finalement dans cette histoire beaucoup plus dynamique. En quoi le 7 octobre a ouvert quelque chose de nouveau ou de radicalement différent dans cette longue histoire que vous décrivez dans le livre ? Parce que dans les deux cas, on est au paroxysme de la violence. C'est la journée la plus sanglante
pour la population israélienne depuis la fondation de l'État en 1948. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est malheureusement loin d'être fini, c'est la tragédie la plus épouvantable pour le peuple palestinien qu'on a pourtant connu de trop nombreuses. On est à beaucoup plus de morts que la Nakba, pourtant la catastrophe. Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe fondatrice de 1948. 750 000 Palestiniens ont dû quitter l'endroit où ils habitaient. Voilà, et on a eu à peu près 13 000 morts. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est déjà plus du double. Quant au nombre de déplacés dans la bande de Gaza, mais qui ont tout perdu, il ne faut pas croire qu'ils pourront revenir demain dans leur logement, il est déjà lui aussi plus du double de celui de 1948. Et on peut décliner tous les indicateurs, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des deux côtés un bain de sang d'une telle ampleur. Donc ça s'inscrit dans la longue durée. Il se trouve que le schéma d'interprétation que j'avais élaboré avant le 7 octobre, eh bien, il est, à mon sens, et je ne crois pas que ce soit vanité d'auteur, validé par ce qui s'est passé depuis, mais en même temps, on a changé complètement de dimension pour un peuple comme pour l'autre. Donc là, on est, à mon avis, très clairement un tournant historique, c'est-à-dire que l'alternative est claire, soit il y aura une paix durable, et donc la solution à deux États, soit il y aura une spirale toujours plus destructrice, où chaque peuple entraînera l'autre dans des conflits toujours plus effroyables. Se joue aussi, vous l'avez dit, de tragédies et des nombres de morts très importants relativement à chacun pour les Israéliens et les Palestiniens, relativement y compris à l'histoire. Se joue aussi, vous avez parlé de la Nakba, finalement deux mémoires là, la mémoire évidemment de la Shoah. Le 7 octobre, c'est aussi le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, et donc la promesse même du sionisme, c'est-à-dire un État pour les Juifs, un État sûr pour les Juifs qui est mise en cause, et puis de l'autre côté la Nakba. Dans quelle mesure cette question mémorielle, elle remplit finalement, alors, sans oublier évidemment que tous les jours des gens sont tués, bien sûr, mais dans cette question mémorielle, elle remplit notre espace, y compris d'ailleurs ici en France quand on discute de ce sujet. Oui, c'est pourquoi l'historien ne doit pas, en aucun cas, contribuer à la querelle des mémoires, à des formes d'appropriation plus ou moins insidieuses, mais respecter de la manière la plus totale, la plus entière, justement ce rapport au temps, au sacrifice des générations précédentes, des uns et des autres, et comprendre que cela fait de l'histoire de ces deux peuples une histoire tellement intimement liée qu'il ne peut y avoir, et je suis désolé d'employer ce mot, de salut qu'ensemble. Il faut complètement sortir, et c'est ce qu'essaie de faire mon livre, de l'historiographie du jeu à somme nulle. Il y aurait comme ça une équation où toutes les pertes des Palestiniens seraient mécaniquement des gains pour les Israéliens. On voit bien que non. Vous l'avez dit, le 7 octobre, c'est la journée la plus sanglante pour l'État d'Israël, alors que le rapport de force était écrasant en faveur de l'État juif. Et que donc, cette promesse d'une sécurité assise exclusivement sur la force, elle s'est effondrée. Donc ça veut dire que la véritable sécurité, l'authentique victoire, alors même que Israël a gagné sur le papier, sur le terrain, l'authentique victoire ne pourrait être assurée que par un accord de paix avec la partie palestinienne. On a essayé de le faire, mais sans vraiment aller jusqu'au bout lors du fameux processus de paix de 1993 à 2000. Mais on voit bien que ce qui a conduit à l'échec de ce processus, c'est qu'il y a une période intérimaire, donc il faut vraiment sortir de cette idée d'arrangement intermédiaire, il faut aller très vite au statut final, au règlement définitif. Et puis, il y a eu cette idée que pendant cette période intérimaire, on construirait de la confiance entre les peuples, parce que les peuples, ça c'était surtout les médiateurs étrangers qui pensaient ça, depuis New York, Genève ou ailleurs, les peuples ne se seraient pas connus assez. Et les peuples, ne se connaissant pas assez, devraient apprendre à se connaître pour se faire confiance l'un à l'autre. Or, ce qui se passe actuellement prouve tragiquement
que les peuples se connaissent ou croient se connaître trop bien et qu'ils veulent vivre chacun de leur côté. Donc c'est très précisément sur ce principe de séparation qu'on peut retrouver chez les uns ou chez les autres que la solution à deux États devrait pouvoir émerger. Alors on en parlera plus en détail après, mais je reviens sur deux choses. Vous qui connaissez très bien Gaza, vous avez écrit un livre sur Gaza, dont je l'ai dit, sur son histoire, et depuis ces derniers mois, vous avez parfois dans certains entretiens parlé de cet aspect-là que j'évoquais au début, c'est-à-dire la destruction d'une société, de sa culture, des universités, de la culture gazaoui elle-même, présente depuis des millénaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors trop souvent Gaza a été caricaturé, y compris par d'autres Palestiniens, comme une enclave qui serait née un jour de 1948, lorsqu'à la faveur du cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte, 200 000 réfugiés palestiniens auraient rejoint la centaine de milliers d'habitants locaux, c'est toujours la proportion aujourd'hui, et donc en même temps réfugiés, mais réfugiés sur la terre de Palestine, d'où ce caractère tout à fait intense du nationalisme palestinien sur la terre de Gaza. Sauf que Gaza, c'est effectivement une histoire plurimillénaire qui est assez méconnue, mais qui est tout à fait glorieuse, impressionnante. Aussi bien à l'époque des Canaanites, donc il y a quand même plus de 3000 ans, avec des sarcophages anthropomorphes qu'on peut voir aujourd'hui dans la salle d'entrée du musée d'Israël à Jérusalem, parce que Moshe Dayan, qui n'était pas que ministre de la Défense, mais qui avait une certaine passion pour l'archéologie, il faisait des fouilles un peu sauvages. Donc, et puis après, on a évidemment les ruines romaines, byzantines, le patrimoine musulman. Pratiquement aucun de ces sites aujourd'hui n'a été épargné, certains ayant été complètement détruits. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'humanité qui a été saccagée à Gaza. Il se trouve que dans des travaux, des enquêtes antérieures, j'avais vu ce processus à l'œuvre dans Alep, ville aussi, Alep en Syrie, ville plurimillénaire, mais où le degré de destruction, qui était déjà effrayant, n'a jamais atteint celui qui a subi Gaza aujourd'hui. C'est pire qu'Alep. Ah, beaucoup plus, beaucoup plus. Il faut savoir que dans les standards de catastrophe, et là je parle avec l'appui de témoignages, notamment de Raphaël Pitti, qui était médecin très actif, très courageux en Syrie, qui vient de rentrer de Gaza, et qui dit que tout ce qu'il a connu en situation de guerre et de bombardement en Syrie, y compris à Alep, est moins pire, moins grave que ce qu'il a vécu ces dernières semaines à Gaza. Donc l'aspect historique destruction des infrastructures, et vous l'avez dit, je suis universitaire, toutes les universités ont été détruites, 3 présidents d'université sont morts, une soixantaine, peut-être 70, peut-être 80 collègues ont été tués. Voilà, une centaine de journalistes. Une centaine de journalistes, un nombre effrayant de personnel de l'ONU. Donc on voit bien que c'est une destruction qui est terrible, qui est effarante, qui est sans précédent. Et évidemment, qui va laisser des traces. Les séquelles seront très profondes pour ce qui se passera dans l'après. Est-ce que c'est une destruction intentionnelle ? Évidemment, je ne peux pas vous recevoir sans vous poser cette question. L'Afrique du Sud parle de génocide à propos de Gaza, a d'ailleurs défendu cela devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice ne s'est pas prononcée sur le fond, a parlé d'un risque plausible de génocide, a enjoint en revanche Israël et les autres pays du monde à éviter de conduire un génocide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? Peut-on parler de destruction intentionnelle du peuple gazaoui? Comme historien, je relève des processus à l'œuvre sur la longue durée, qui, pour moi, éclairent ce qui se passe en ce moment, y compris dans l'énormité de la destruction. Et dans le cas de Gaza, le processus le plus frappant, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance israélienne de la réalité de Gaza. Ça fait maintenant, donc depuis 2007, depuis bientôt 17 ans, que pas un Israélien n'est rentré à Gaza, sauf dans un tank ou comme otage. Donc il n'y a plus aucune expérience physique
concrète de ce qu'est la réalité de Gaza. C'est une des raisons de l'effondrement de la sécurité israélienne le 7 octobre. C'est que ce mythe du contrôle à distance par la technologie de pointe, eh bien, il a prouvé qu'il n'était qu'un mythe. Donc on ne sait plus ce qu'est Gaza. Donc il faut savoir que par exemple quand les Israéliens établissent ce qu'ils disent être des zones sûres, dont on voit qu'elles le sont quand même très peu, enjoignent aux habitants d'un quartier avec un préavis très court, trop court évidemment, des injonctions au départ, c'est sur la base de cartes qui ont déjà un demi-siècle, qui remontent à la répression de l'insurrection à Gaza qui avait suivi la guerre des 6 jours de 1967, répression de l'insurrection qui avait été menée à l'époque par le général Ariel Sharon, futur Premier ministre, qui, comme Premier ministre, a décidé le retrait de Gaza en 2005 pour se débarrasser. Il y a toujours cette idée, ce serait tellement mieux si nous n'avions pas Gaza. Donc c'est plutôt ça, c'est cet inconscient, ce déni de Gaza. La série israélienne Fauda, il y a eu 4 saisons, j'avoue que j'ai pas vu la 4e. Bon, les 2 premières se passaient donc en Cisjordanie. Donc le principe, c'est que ce sont des unités infiltrées, déguisées en arabes, en milieu palestinien pour faire du renseignement, éventuellement des liquidations. La 3e saison, c'est à Gaza. C'est n'importe quoi pour quelqu'un qui connaît un peu Gaza. Pourtant, voilà, les réalisateurs étaient très proches de la communauté du renseignement et auraient pu injecter un peu de professionnalisme là-dedans. Donc, ils ne savent plus ce qu'est Gaza. Donc, quand on ne sait pas, on casse tout. On casse tout parce qu'on ne peut absolument pas faire dans la nuance, vu que tout ce qui est à Gaza apparaît potentiellement comme une menace, vu qu'on n'a aucun moyen humain ou un peu fin de faire la distinction entre ce qui est vraiment de l'ordre de la menace et le reste. Vous l'avez dit dans un article publié dans Le Monde où vous tenez une chronique régulière, vous dites quels sont les buts de guerre. C'est comme si Israël n'avait pas de but de guerre en réalité, ou détruire le Hamas équivaut en réalité à détruire Gaza. Oui, sauf que là, on est en train de détruire Gaza sans détruire le Hamas, ce qui est quand même vraiment le pire de tous les scénarios. Vu que le Hamas, quand il déclenche l'épouvante du 7 octobre, sait parfaitement, même s'il ne peut pas imaginer l'ampleur, que la réplique israélienne sera sans précédent. Donc le Hamas a d'ores et déjà préparé le repli de sa direction dans les tunnels, les différentes caches et les sanctuaires, les refuges, alors que la population est laissée sans aucune protection, d'où d'ailleurs les bilans humains effrayants. Donc le Hamas s'est préparé à cela. Et on voit bien que Israël, à ce jour, au bout de 4 mois d'opération contre Gaza, n'a qu'une connaissance très imparfaite, pour être poli, de la structure souterraine du Hamas. Pour une bonne et simple raison, c'est que comme elle n'est pas captable par les différents dispositifs électroniques, ils ne peuvent la connaître que par des renseignements humains et ils n'ont pratiquement pas de renseignements humains. Donc ils sont totalement à l'aveugle. On va parler du livre, évidemment, mais alors l'actualité nous offre aussi des moments qui résonnent, je trouve, beaucoup avec votre livre. Hier, le 7 février, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était sur place dans la région pour une possible trêve, en tout cas en discuter, que le Qatar et l'Égypte s'activaient eux aussi, qu'une possibilité de cesser temporairement les hostilités et d'ouvrir la voie à une libération des otages israéliens était sur la table. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a fait 2 choses. 1, il a refusé tout accord en disant, je cite, la poursuite de la pression militaire dont vous parliez est une condition essentielle pour la libération des otages, alors même que beaucoup de familles d'otages lui disent que c'est exactement le contraire. Et il a annoncé aussi une offensive militaire sur Rafah. Alors, Rafah, c'est une ville, une zone au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où s'entassent désormais plus de 1,3 million de Gazaouis qui ont fui le reste de la bande de Gaza à cause des bombardements israéliens, avec une situation humanitaire déjà terrible à l'heure où on parle. Qu'est-ce que ça nous dit, ces déclarations de Benjamin Netanyahou, alors que plein d'acteurs diplomatiques s'activent pour une trêve temporaire? Est-ce que ça nous dit qu'il veut que cette guerre continue indéfiniment? Là, il n'y a pas de doute sur la motivation personnelle du Premier ministre israélien.
plus la guerre dure, plus il reste au gouvernement et plus son immunité est garantie face à la triple procédure qui, je rappelle, le vise pour corruption, abus de confiance et népotisme. Donc on voit vraiment comment l'équation personnelle du Premier ministre israélien, elle va à l'encontre des intérêts du pays. Donc c'est détruire jusqu'au bout. Pour Netanyahou, c'est que la guerre dure. Et donc, la guerre étant ce qu'elle est, effectivement, c'est la poursuite de la guerre pour la guerre. Et donc, de la destruction pour la destruction, ce qui permet, comme la destruction continue, de dire on a démantelé ceci, on a éliminé cela, ce qui n'a, d'un point de vue militaire, aucun sens, vu que c'est des affirmations statiques. Alors, toute guerre, et a fortiori une guerre asymétrique comme celle-là, est dynamique, c'est-à-dire que si vous éliminez un adversaire, mais que cette élimination fait qu'il y en a 10 qui veulent le remplacer, vous n'avez pas vraiment remporté quelque victoire que ce soit. Mais donc, on voit bien que Netanyahou est dans cette fuite en avant. Il n'a que 15% d'opinion positive dans la population israélienne. Donc, on a un hiatus entre cette espèce d'exaltation patriotique qui lui permet de rester au pouvoir, avec quand même des ministres suprémacistes qu'il a placés à des portefeuilles régaliens, Ben Gvir à la sécurité et Smotrich aux finances. Et donc Netanyahou de lui-même, évidemment, poursuivra dans cette logique. Mais est-ce qu'il est en cela au diapason de la société israélienne pour vous, comment vous voyez justement les dynamiques à l'intérieur de la société israélienne? On a l'impression qu'il y a à la fois un soutien assez massif au fait de détruire le Hamas, de venger ce qui s'est passé, et en même temps, on voit qu'il y a des choses contradictoires dans la société où des gens s'expriment en disant libérer d'abord les otages, etc. Netanyahou, il n'est pas tout seul au gouvernement, il n'est pas tout seul dans l'appareil d'État, il n'est pas tout seul dans le conseil de guerre qui gère Israël aujourd'hui, cette guerre. Donc, comment on explique que Netanyahou veut continuer la guerre et que finalement, il semble embarquer une bonne partie de la société et de l'appareil d'État? Parce qu'il y a ces dynamiques. Il y a ces dynamiques qui s'imposent pendant la guerre, et surtout après un traumatisme comme celui du 7 octobre. Il y a des injonctions à l'unité nationale, à la mobilisation patriotique. Mais là aussi, il faut voir que le basculement qui s'est fait dans un pays où il y avait des centaines de milliers de personnes, je parle par manifestation unique, si on les additionne, on dépasse largement les millions contre lui. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité nationale derrière Netanyahou, il y a une unanimité nationale d'un pays qui s'est senti agressé au plus profond. Donc là encore, si des dynamiques de paix, si d'autres perspectives sont offertes, ça pourra changer aussi bien ce qui se passe sur la scène israélienne que d'ailleurs sur la scène palestinienne. Pourquoi Benjamin Netanyahou, je poursuis un peu cette question, peut agir ainsi fondamentalement, historiquement? Dans votre livre, vous dites qu'une des forces d'Israël, historiquement, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, c'est comment, je cite, cette terre historiquement palestinienne est passée sous le contrôle d'un État juif construit avec méthode, d'un fait accompli à l'autre, au fil de plusieurs générations. C'est-à-dire, et est-ce que c'est ça qui explique finalement que là encore, dans cette situation, dans son pays, mais aussi face au reste du monde, eh bien, Benjamin Netanyahou impose un fait accompli. Déjà, de quoi vous parlez quand vous parlez des faits accomplis? Et est-ce que c'est ça aussi, aujourd'hui, qui se passe? Oui, donc ce sont deux des trois forces historiques du sionisme puis d'Israël que j'identifie dans le livre, pour ne pas suivre la chronologie qui est celle de la plupart des ouvrages consacrés à la question, où on est là, on suit les dates, les conflits, les occasions perdues. J'ai de montrer pourquoi les uns ont été les plus forts et pourquoi les autres ont perdu. Et effectivement, une force historique du sionisme, c'est la pluralité démocratique. Mais c'est un pluralisme de combat. Ça a toujours été une diversité des opinions. Il y a des sionismes, mais qui s'est toujours entendu sur un objectif qui lui-même peu à peu se concrétisait. Donc c'est ce mélange de pluralisme dans la structure sioniste et de fait accompli qui crée progressivement des nouvelles réalités. On le voit très bien, même avant la fondation
de l'État d'Israël, la déclaration Balfour en 1917, victoire historique, on a 10% de population juive en Palestine, et les Britanniques ne reconnaissent les droits nationaux que de cette population juive et non pas des 90% arabes. 1937, le premier plan de partition proposé par les Britanniques. Donc pour la première fois, on parle d'un État juif, alors qu'avant on parlait d'un foyer national. 1947, le plan de partage par l'ONU, un État juif, un État arabe, que la majorité du mouvement sioniste accepte, mais qu'une minorité, qu'on qualifiait à l'époque d'extrémiste, alors qu'elle correspond aujourd'hui à la droite israélienne, au Likoud, ce sont les révisionnistes, refuse. 1967, l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza. Alors on réunifie administrativement Jérusalem, c'est-à-dire que concrètement on annexe Jérusalem-Est, et on voit comment progressivement, avec des tensions, des contradictions, la colonisation et la colonisation, mais la colonisation commence dès les travaillistes, je le rappelle justement dans le livre. C'est pas quelque chose qui arrive avec le Likoud. Il y a des débats au sein des travaillistes, il y a des diversités chez les travaillistes. Il y a ceux qui veulent un accord avec la Jordanie, il y a les unilatéralistes, ceux qui veulent créer effectivement des faits accomplis de colonisation. Évidemment, ça change de dimension avec l'arrivée du Likoud, donc de la droite au pouvoir, qui étaient les héritiers de ceux qu'on appelait les extrémistes en 1947. Et là, le fait accompli, c'est que Netanyahou impose sa guerre et que finalement, une grande partie ce qu'on appelle le monde occidental, je ne sais pas si d'ailleurs ce terme vous convient, mais des grandes puissances en tout cas accompagnent. Joe Biden livre les armes, dit c'est trop, il y a trop de civils qui meurent, mais enfin bon, il n'a pas l'air d'avoir une influence décisive. On a finalement, beaucoup de grandes puissances ont parlé de soutien inconditionnel, y compris l'Union européenne au tout début, juste après le 7 octobre, soutien inconditionnel à Israël. Donc cette impression, c'est ça aussi ce qui est en place aujourd'hui. Benjamin Netanyahou fait ce qu'il veut, sans limite, d'une certaine façon. C'est-à-dire, Benjamin Netanyahou se garde toutes les options ouvertes en ne disant jamais ce que va être le jour d'après. On sait que c'est un débat depuis vraiment le déclenchement de cette guerre. Joe Biden lui demande d'expliciter ce qui est son projet pour Gaza après, et Netanyahou s'en est bien gardé. Donc effectivement, ça ne peut qu'encourager les pires appréhensions, surtout quand on voit la politique de destruction sur le terrain. Mais en ne disant pas ce qu'est le jour d'après, il peut aussi bien accommoder les suprémacistes de son gouvernement que dire à son cabinet de guerre qui est plus ouvert que effectivement il ne s'engage ni à réoccuper ni à recoloniser, alors même que c'est une revendication virulente. Qu'ils le disent quasiment tous les jours. Ah oui. Et puis qu'ils disent accessoirement qu'ils veulent le rapatriement, comme ils disent pudiquement, obligatoire de la population palestinienne, c'est-à-dire concrètement l'expulsion de 2 millions de Palestiniens hors de la bande de Gaza. Oui, l'expression officielle d'un nettoyage ethnique. Autre atout historique pour Israël et autres avantages et désavantages et faiblesses historiques pour les Palestiniens que vous développez dans votre livre, ce que vous nommez clairement le deux poids deux mesures permanent. Vous écrivez même à la fin du livre des crimes de guerre qualifiés comme tels en droit international demeurent impunis du fait du statut d'exception d'Israël. Là aussi, vous montrez que c'est une longue histoire, notamment dans les résolutions de l'ONU, mais aussi évidemment sur le terrain avec la colonisation ces dernières années. Oui, alors c'est une longue histoire. Il faut savoir que quand, en 1917, les Britanniques accordent leur soutien, c'est la déclaration Balfour, à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, ils ont vu beaucoup de personnalités juives, d'ailleurs sionistes ou non sionistes, des personnalités juives étaient très opposées, mais ils n'ont jamais pris le temps d'écouter un seul habitant arabe de Palestine. Et ce qui est effrayant pour l'historien qui le constate, c'est que ça leur est même pas passé par l'esprit. Et que si on leur disait, mais vous savez, vous êtes peut-être injuste, ils n'auraient absolument pas compris la question. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a effectivement un peuple arabe en Palestine, digne de droits nationaux, leur est étrangère. Ils pensent qu'à partir du moment où ils reconnaissent les libertés religieuses, l'organisation interne de ces communautés, ça leur suffira complètement. Je note que quand Donald Trump, un siècle pratiquement jour pour jour,
reconnaît Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël, donc reconnaît l'annexion de Jérusalem-Est, qui est pourtant territoire illégalement occupé en droit international. Et c'est exactement la même formulation un siècle après. Ah, mais il y a la liberté de culte. Ah, mais ils pourront voter au municipal à Jérusalem. Donc, tout sera garanti. C'est l'idée que le peuple arabe n'existerait pas en tant que tel. C'est quoi? C'est du racisme? C'est un esprit colonial? Ou c'est une volonté finalement de garantir l'existence d'un État juif qui fait que, du coup, oui, voilà, tant pis pour eux? Je ne crois pas. Je crois vraiment à la bonne conscience impériale en l'espèce. Impériale. Et à l'entre-soi. Et là, ça s'éclaire d'une autre dimension qui ouvre d'ailleurs mon livre, c'est le sionisme chrétien. C'est-à-dire le fait que toutes ces élites anglo-saxonnes qui vont d'abord en Angleterre puis aux États-Unis encourager la colonisation juive en Palestine, puis l'État d'Israël, puis la colonisation israélienne des territoires palestiniens, sont imprégnées pour beaucoup d'entre elles d'un littéralisme biblique selon lequel le retour du peuple d'Israël sur sa terre, alors on met les guillemets qu'on veut, participe de l'accomplissement des prophéties. Donc ça, en France, effectivement, on a un peu de mal à intégrer ce type de raisonnement, ça nous paraît exotique. Aux États-Unis, ça explique encore aujourd'hui le soutien d'une très grande partie de la droite américaine, inconditionnel pour le coup. Inconditionnel. Et donc, comme je le décris, alors quand on a la foi et qu'on a la Bible comme livre de chevet, on n'aboutit pas forcément à cette conclusion. Jimmy Carter, donc président de 1977 à 1980 aux États-Unis, est un baptiste fervent qui tire de sa foi la volonté d'accomplir la première paix israélo-arabe. Ce sera le traité de Camp David entre Israël et l'Égypte, entre Menahem Begin et Anwar Sadat. Mais lui qui est un baptiste va voir se lever contre lui un lobby, ce qu'on appelle à l'époque la majorité morale, tout est dit dans le terme, qui va devenir ensuite la coalition chrétienne et qui va être une machine de guerre, non pas pro-israélienne d'ailleurs, mais pro-Likoud. Vu que quand Yitzhak Rabin sera Premier ministre, qu'il va très courageusement lancer le processus de paix, voilà, avec Yasser Arafat de l'OLP, peu avant son assassinat, il est obligé de sermonner ces groupes, je cite de mémoire, qui s'opposent au gouvernement démocratiquement élu d'Israël. Il parle des sionistes chrétiens aux États-Unis. Donc des gens qui sont tellement pro-israéliens qu'ils trouvent que le Premier ministre israélien ne l'est pas assez. Vous écrivez dans votre livre aussi, pour en revenir justement à un aspect très contemporain, depuis le 7 octobre, le deux poids deux mesures des démocraties occidentales atteint avec Gaza une indécence qui frise la schizophrénie intellectuelle. Effectivement, quand on a Ursula von der Leyen qui va apporter de sa propre initiative ce qu'elle appelle le soutien de l'Europe à l'offensive d'Israël, quelques jours après le 7 octobre, il faut savoir que ce jour-là, il y a déjà plus d'enfants tués à Gaza que pendant toute la guerre d'Ukraine. Donc là, il y a un problème de cohérence qui ouvre littéralement un gouffre intellectuel et diplomatique. Et si on parle de ce deux poids deux mesures, il y a une actualité peut-être, je ne sais pas ce qu'elle vous inspire, dans cette situation humanitaire catastrophique à Gaza, d'autant plus si une attaque sur Rafah est annoncée maintenant. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Japon, Suède, Australie, d'autres États ont annoncé la suspension des financements à l'Agence des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, 30 000 employés au total à Gaza, en Cisjordanie, en raison de soupçons israéliens que certains d'entre eux ont participé aux attaques du 7 octobre. On parle d'une dizaine de personnes. Une enquête onusienne a été diligentée. Elle va être conduite par l'ancienne ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Des médias étrangers qui ont eu accès aux informations israéliennes comme Sky News ou Channel 4 disent que les preuves apportées par Israël ne sont pas complètement convaincantes. Que nous dit cet épisode? Puisque, voilà. Là aussi, cet épisode, il s'inscrit dans une histoire très longue, une histoire très tendue entre Israël et l'ONU, alors que Israël a été créé par une décision de l'ONU, le plan de partage de la Palestine de novembre 1947, qui fonde la légitimité de l'État juif en Palestine. Le premier médiateur, le premier
homme de paix au Moyen-Orient, c'est Folke Bernadotte, un diplomate suédois, ancien numéro 2 de la Croix-Rouge suédoise, qui avait contribué au sauvetage d'environ 20 000 rescapés des camps de la mort, dont plusieurs milliers de Juifs. Donc il est envoyé. Donc on pense que, vu son passé, il sera bien accueilli du côté israélien. Ça se passe très très mal. Et ça se passe d'autant plus mal que Bernadotte veut, après la trêve qu'il a réussi à négocier entre les Israéliens et les Arabes, enclencher une dynamique de retour des réfugiés palestiniens. En septembre 1948, il est assassiné par un commando israélien d'un groupe extrémiste qui est immédiatement dissous par l'État d'Israël, mais bon, les assassins vont être condamnés et très rapidement amnistié dans le cadre d'une amnistie générale en Israël. Donc voilà, faut pas jamais oublier que entre Israël et l'ONU, alors là, il y a pour le coup un crime fondateur. Et donc on a ce paradoxe d'une ONU qui a toujours été, en tout cas au niveau des institutions, relativement favorable à cet État qu'elle a fondé, et que Israël va contre laquelle Israël va mener une guérilla permanente. Mais là, ce sont les États qui, du coup, dans une situation humanitaire catastrophique, en raison de soupçons, dont pas tout le monde a pu voir ce dont il s'agit, retirent, suspendent le financement dans une situation terrible. D'accord, mais avant même d'en arriver là, parce que dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, l'historien qui essaie de faire la longue durée, il est confronté au fait qu'on a en permanence des histoires passionnantes sur lesquelles on a envie d'approfondir, mais qui du coup font perdre la perspective générale. Si on prend même sur les 4 mois, avant cette affaire, on voit que toutes les instances de l'ONU, sans aucune exception, le secrétaire général de l'ONU, d'une manière sans précédent, en invoquant des articles de la charte qui n'ont jamais été utilisés, disent « cessez-le-feu ». Que l'Assemblée générale de l'ONU vote un cessez-le-feu à une majorité écrasante, et que sur le terrain, rien. Le cessez-le-feu d'une semaine qui avait été obtenu à l'automne dernier ne l'a été que sur la base d'un marchandage d'êtres humains, il faut dire la réalité, entre des otages d'un côté et des prisonniers palestiniens détenus en Israël de l'autre. C'est-à-dire que le droit international tel qu'énoncé par l'ONU non seulement a été inopérant, non seulement les instances internationales ont parlé dans le vide, mais le seul moment où les armes se sont tues, ça a été sur la base de ce qu'il y a de moralement le plus discutable, c'est-à-dire un échange d'êtres humains, et pas du tout au nom de l'application de principes qui pourtant devraient fonder l'ordre international. Suspendre le financement de l'UNRWA, là, c'est criminel ? Là encore, pour l'instant, on a cette décision qui a été prise. On va voir, vous savez, cette décision a été très brutale. On peut avoir des décisions qui évoluent. Ce qui est certain, c'est que le signal qui est envoyé à la population de Gaza, qui est quand même dans un état de désespoir vraiment terrible, vous savez, les Palestiniens en général, et peut-être les habitants de Gaza encore plus, ont une grande pudeur dans l'expression de leur souffrance. Donc il faut savoir que quand ils emploient des mots, ce sont toujours des euphémismes. Quand ils disent que c'est difficile, c'est-à-dire que c'est tragique. Quand ils disent que c'est tragique, ça veut dire que c'est vraiment au bord de l'effondrement, etc., etc. Donc, au-delà du fait qu'il y a cette absence d'accès direct au terrain, qui fait que c'est assez amorti ce qu'on reçoit, y compris par l'intermédiaire de l'ONU, il y a aussi cette pudeur palestinienne, cette discrétion dans le deuil et la perte. Vous écrivez aussi que ce 2 poids 2 mesures, il se traduit d'une autre façon, c'est que il est construit par autre chose, l'assimilation par l'État d'Israël de toute critique à de l'antisémitisme. Et vous retracez ça aussi, évidemment, c'est pas juste une phrase en l'air, évidemment. Vous écrivez, Israël n'hésite pas à qualifier d'antisémite toute initiative de condamnation et a fortiori de sanction, d'ailleurs, y compris dans le cadre de l'ONU. En quoi ça joue, ça, dans les relations internationales ? En quoi ça joue dans la crise présente ?
dans la guerre? Dans la crise présente, c'est évident. Hein, quand on a l'ambassadeur israélien à l'ONU qui arrive en portant l'étoile jaune et en disant « nous sommes stigmatisés comme à l'époque hitlérienne », ça fait quand même un choc, y compris d'ailleurs chez les diplomates israéliens. Mais ça n'est pas nouveau. Il faut voir qu'en 1948, donc lors de la Nakba, cette catastrophe pour les Palestiniens, en permanence, la propagande israélienne parle des instructeurs nazis qui seraient du côté palestinien, sans jamais pouvoir en trouver un seul. En revanche, vous avez un certain nombre de films qui sont tournés à Hollywood, qui sont peut-être pas d'ailleurs des chefs-d'œuvre, mais qui ont été très populaires et qui parlent avec Sophia Loren, avec Paul Newman, avec différentes stars de l'époque, Kirk Douglas, où à chaque fois il y a la dimension anti-nazie dans le combat pour la fondation d'Israël en 1948. Donc cette assimilation des Palestiniens à ce qui s'est fait de plus abominable dans l'antisémitisme, elle n'est pas nouvelle. Quant à Netanyahou, lui, il fait cette assimilation depuis 30 ans. Et il est même allé encore plus loin. En 2015, il a fait un des plus gros mensonges de sa carrière de menteur, pourtant très lourde, devant le congrès sioniste à Jérusalem, et à la veille d'un déplacement à Berlin, et il accuse Ajamin al-Husseini, le moufti de Jérusalem, d'être l'inspirateur de la solution finale. Alors, je donne quand même des éléments de contexte. Ajamin al-Husseini, donc moufti de Jérusalem, nommé par les Britanniques à ce poste, pas par les Palestiniens, était devenu par défaut, vu que les Britanniques ne laissaient pas les Palestiniens construire leurs institutions nationales, le représentant de la partie arabe, plutôt démagogue, de plus en plus extrémiste, il va être exilé en 1937 et en 1941, il se met au service du Führer. Et effectivement, il va se rendre à Berlin, être reçu par Adolf Hitler et assister à la propagande hitlérienne. Sauf que ça n'aura aucun impact en Palestine. Il ne recrutera pas pour la machine de guerre nazie. Et effectivement, il va inspirer une division SS, mais ce sera en Bosnie, donc chez des populations non arabes. Mais de là à faire de cet individu fort peu recommandable un collaborateur notoire et scandaleux, l'inspirateur de la solution finale, celui qui aurait dit à Hitler, qui devant lui se serait interrogé, mais je ne sais pas quoi faire des Juifs, qui leur a dit brûlez-les. Mais ça, c'est quelque chose qui a révolté évidemment tous les historiens de la Shoah. Mais Netanyahou l'a dit, redit, et ce type de mensonge, on le voit, s'est répandu insidieusement, mais implacablement. Et alors, face à cette victoire, en tout cas à ces forces du projet sioniste que vous décrivez dans le livre, il y a ce que vous appelez la défaite palestinienne, cette faiblesse du mouvement national, du mouvement populaire palestinien, que vous décrivez comme récurrente, permanente, une tragédie désespérante qui s'incarne évidemment aujourd'hui par des morts en très grand nombre. La première des racines pour vous, d'ailleurs elle est assez peu soulevée, c'est la très grande ambiguïté historique des États arabes face au mouvement national palestinien, là encore, dans un lien entre le passé et le présent, quelques éléments de ça dans le passé, et comment ça s'incarne aujourd'hui? Dans cette belle ville de Paris, en 1913, vous avez le congrès fondateur du nationalisme arabe. Au cours de ce congrès, les délégués de Palestine sont assez troublés de voir que l'ensemble de leurs camarades arabes leur demandent de se taire sur le sionisme. Pour ne pas indisposer les autres Français, éventuellement les Britanniques. Donc là, dans cet acte fondateur, on a déjà une distorsion entre le nationalisme palestinien proprement dit et les priorités des différents nationalismes arabes. Ça ne va pas cesser de s'aggraver. Et donc, je décris dans le livre comment il y aura des guerres menées par certains régimes contre le mouvement palestinien. C'est le tristement fameux Septembre Noir en 1970 en Jordanie. Et ensuite, ce sont les guerres que la Syrie de Hafez el-Assad, donc le père du tyran actuel Bachar à Damas, mène contre les Palestiniens au Liban en 1976, en 1983. Donc, ce sont des guerres de longue durée. Et donc, on voit comment la Palestine est suffisamment arabe pour que les différents régimes arabes essayent de s'ingérer et essayent d'en tirer
aussi une légitimité pour leurs régimes respectifs. Mais on voit que ces régimes arabes ne sont jamais assez engagés pour la cause palestinienne pour l'aider vraiment à accomplir ses objectifs. Et autre faiblesse, les déchirements entre factions palestiniennes, là encore historique, vous y consacrez de nombreuses pages dans votre livre, et aujourd'hui on a cette situation d'une autorité palestinienne affaiblie, un Hamas qui s'inscrit dans le mouvement palestinien mais qui est aussi islamiste, considéré comme terroriste par l'UE et les États-Unis, qui d'ailleurs a souvent dit qu'il voulait la fin d'Israël, la destruction d'Israël. Donc cette guerre des factions, là encore aujourd'hui, dans ce drame qu'on voit se déployer sous nos yeux, elle joue pleinement. Elle joue pleinement, et c'est le drame de la représentation palestinienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule instance légitime de représentation du peuple palestinien, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et est-ce qu'on entend l'OLP ? Non. On entend soit le Hamas, soit l'autorité palestinienne, donc qui est présidée par Mahmoud Abbas à Ramallah, alors même que cette autorité palestinienne n'est que le fruit d'un accord entre Israël et l'OLP. Ce sont les accords d'Oslo en 1993. Donc on voit que cette division entre les factions est vraiment très défavorable à la mobilisation palestinienne. Et là, le contraste avec le mouvement sioniste est frappant. Dans un cas, on a une gestion des contradictions internes qui peuvent être vives, mais une gestion qui est relativement apaisée, avec deux exceptions notables. L'assassinat de deux dirigeants travaillistes, Haïm Arlosorov en 1933 et Yitzhak Rabin en 1995. Du côté palestinien, la liste non exhaustive que je fais des règlements de compte, des assassinats, des guerres civiles larvées est terrible. Et ça explique aussi, d'une certaine façon, ce handicap de la direction palestinienne, parce que il y a des strates de liquidation, alors de la part d'Israël, et avant Israël de la part des Britanniques. De 1936 à 1939, la répression du grand soulèvement nationaliste de la Palestine est terrible. On a 0,5% de la population qui est tuée. Sans parler des exilés, des blessés, des emprisonnés. Donc ça explique aussi l'effondrement palestinien en 1948. C'est que le mouvement national avait subi un choc terrible de la part des Britanniques. Donc la répression britannique, la répression israélienne, les différentes guerres des Arabes, le factionnalisme. On voit que si direction palestinienne il y a aujourd'hui, elle est quand même très très affaiblie. À ce sujet, Marwan Barghouti, militant de la cause palestinienne, emprisonné en Israël, est souvent cité comme celui qui pourrait mettre d'accord aujourd'hui les différentes factions palestiniennes, à tel point que l'agence Associated Press le décrivait il y a quelques jours comme un possible Nelson Mandela palestinien. Pas question de le libérer à ce stade du tout, évidemment, pour Israël. Est-ce qu'il est une solution pour la suite ? Et on viendra après à la solution à deux États. Oui, alors Marwan Barghouti, pour le présenter très rapidement, il a une 60aine d'années et il est en prison depuis 2002. Alors effectivement, on sait qu'on peut sortir de prison avec une stature nationale. L'exemple sud-africain est évoqué, mais c'était dans le cadre d'un processus de sortie de l'apartheid. Là, rien n'a été amorcé ni par les uns ni par les autres. Et puis, il faut quand même rappeler que Benjamin Netanyahou, en 2011, quand il autorise l'échange entre le tankiste franco-israélien Gilad Shalit d'une part et un millier de prisonniers palestiniens d'autre part, il refuse la libération de Marwan Barghouti, donc le chef du Fatah. Il autorise celle de Yahya Sinwar, donc le chef politico-militaire du Hamas, qui est le cerveau des attaques du 7 octobre. C'est-à-dire que Netanyahou est totalement aveuglé par son refus de la solution à deux États. Donc il ne veut pas qu'une personnalité aussi forte, aussi légitime que Marwan Barghouti soit libre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer ? D'abord, Barghouti, voilà, on le connaissait avant la prison, c'est quelqu'un de conviction, justement pour la solution à deux États, qui peut s'imposer aux autres factions, y compris au Hamas. Le Hamas demande sa libération, et le paradoxe serait que c'est dans l'intérêt d'Israël quand même de le libérer, mais que ce sera plutôt Hamas qui obtiendrait sa libération. Donc déjà, ces conditions-là pèseront sur son action future. Et puis,
ne jamais oublier, toujours le factionnalisme, que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne à Ramallah, n'est pas du tout pressé de le voir libre, parce qu'il sait que la popularité de Barouti éclipserait la sienne, mais alors là, de manière radicale. Donc, il y a déjà ces dimensions inter-palestiniennes. Donc, cela pourrait être l'homme de la situation, vu qu'il est non seulement la personnalité la plus populaire, mais celle qui peut s'imposer à toutes les factions. Donc voilà, on a quelqu'un qui pourrait être utile à tous, mais qui aujourd'hui est toujours emprisonné. Vous écrivez donc dans ce livre ce que vous avez dit tout à l'heure, Israël a été anesthésié par un rapport de force écrasant en sa faveur, persuadé que son avenir pouvait être indéfiniment construit sur le refus d'accorder au peuple dominé le moindre horizon politique. Et d'ailleurs, finalement, d'une certaine façon, l'a fait croire à l'ensemble des autres puissances qui, finalement, ont oublié la question israélo-palestinienne, et plus spécifiquement la question palestinienne ces dernières années. Vous dites la solution à deux États, c'est la seule solution. On la voit mal, en effet, émerger là, maintenant, et certains disent « Comment voulez-vous qu'une solution à deux États soit possible ?» dans la mesure où, si on regarde finement aujourd'hui, la carte, par exemple, de la Cisjordanie, eh bien, c'est un maillage incroyable de colonies qui... voilà, et que, du coup, on se dit comment cela est possible avec l'extension formidable des colonies ces dernières années. Malgré tout, vous vous dites, quoi, c'est la seule solution viable, donc... c'est seulement celle-là est possible, ou oui, non, c'est possible, vraiment, c'est réellement possible. Comment vous voyez les choses ? Je dis les deux. Donc l'historien dit dans la longue durée que depuis plus d'un siècle, l'alternative a été posée d'ailleurs par les Britanniques. Quand ils imposent leur mandat sur la Palestine en 1922, il ne peut déboucher que sur un État binational ou deux États. Vu qu'ils ont reconnu le nationalisme juif, ce qui veut dire en creux, même s'ils ne le reconnaissent pas, qu'il y a un nationalisme arabe, donc il y a deux peuples, donc binational ou deux États. Alors binational, il ne faut pas non plus idéaliser, c'est pas forcément à égalité des droits, il peut y avoir domination d'un peuple sur l'autre, et on n'en est pas loin aujourd'hui. Deux États, on voit bien ce que ça signifie. On voit bien qu'en 2003, dans ce qui a été connu comme l'initiative de Genève, des négociateurs qui n'avaient plus de fonction officielle sont arrivés à un accord définitif entre les deux parties. Moi, je constate qu'après des années, voire des décennies où on parlait de la solution des deux États un peu comme un mantra, soudain, il y a une forme d'urgence, parce qu'on voit bien qu'il faut un horizon politique pour sortir de cette logique de guerre, y compris aux États-Unis. Donc, à partir de là, les problèmes pratiques seront énormes. Mais quand on pense à tout l'argent, par exemple, que coûtera la reconstruction de Gaza. Je parle juste de la reconstruction de Gaza, de remise à niveau au 6 octobre 2023. Quand on pense à l'énormité de la mobilisation internationale qu'il fera juste pour faire tenir plus ou moins sans que tout ça explose, l'attelage par définition déséquilibré et paroxystique qui émergera de cela, il est clair que seule la solution à deux États peut stabiliser. Et surtout, seule la solution à deux États peut, et ça j'en suis convaincu, comme historien, consacrer la victoire israélienne. C'est-à-dire que l'idée que la victoire israélienne pourrait être purement militaire est une illusion qui a volé en éclats le 7 octobre 2023. C'était le pari d'Ariel Sharon. Donc Ariel Sharon, grand général d'Israël, grand ennemi du nationalisme palestinien, aussi bien à Gaza qu'à Beyrouth, et Ariel Sharon, comme Premier ministre, terrasse la deuxième intifada, donc de 2000 à 2005, il décide de ne pas faire d'accord et de replier Israël derrière ce qu'il appelle des frontières sûres. C'est le mur de séparation en Cisjordanie et c'est le retrait de Gaza. Eh bien, quelques mois plus tard, le Hamas prend le pouvoir sur la bande de Gaza. Donc cette idée qu'on peut décider de manière souveraine, unilatérale, ce qui est bon pour Israël et que ça assurera la sécurité d'Israël, cette idée, elle n'a plus aucune validité. S'il n'y a pas de solution à deux États, c'est la suite des massacres. Ce sera une spirale
destructrice, autodestructrice, où les deux peuples sont tellement intimement liés qu'on ne pourra pas décréter un arrêt des hostilités. Il y aura une violence qui se diffusera de la part des uns des autres. On voit en Cisjordanie qu'une grande partie des violences est maintenant le fait de colons et non plus celle des forces de sécurité israéliennes. Donc il faut à tout prix arrêter cet engrenage, et on voit bien que s'il y a un consensus dans les deux peuples, c'est la séparation. Et donc la séparation, pour qu'elle soit viable, et elle devra reposer sur les deux États. Mais j'insiste tout de suite, la solution à deux États, ce ne sera pas un cadeau que fera Israël aux Palestiniens, ce sera la victoire qu'ils consacreront pour eux-mêmes. Parce que dans ce conflit, la défaite palestinienne ne peut pas être contestée. Je ne parle pas de la guerre avant-hier, demain. Sur la longue durée, la Palestine des Palestiniens arabes a été perdue en tant que telle. Donc ce sont les conditions de la défaite palestinienne qui doivent être négociées, et c'est ça le processus de paix, et c'est ça la solution à deux États, et c'est sur cette base-là qu'on pourra effectivement envisager un avenir pacifié pour les deux peuples. Merci beaucoup Jean-Pierre Fillus d'être passé sur le plateau de Mediapart. Ce livre, Comment la Palestine fut perdue, pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit 19e, 21e siècle, j'ai dit 20e siècle tout à l'heure, pardon. Merci beaucoup donc d'être venu. Merci à vous qui nous regardez cette émission. Vous le savez, elle est en accès libre, mais elle n'est possible que grâce à vos abonnements à Mediapart. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Le petit bandeau s'affiche pendant que je parle. Bonne soirée, à bientôt.